On va aborder notre deuxième cours de physiologie et la physiologie de la circulation coronaire. Introduction. La circulation coronaire est une circulation nourricière du myocarde. Elle constitue un type particulier de circulation régionale. Elle régule un organe en perpétuel travail et dont le métabolisme est très augmenté. C'est ça parce que le cœur travaille tout le temps. Et dispose d'un mécanisme de régulation assez spécifique. Cette régulation précise et rapide permet une adaptation immédiate aux circonstances de demande métabolique accrue du muscle cardiaque. Oui, toute inadéquation entre les apports et besoins du myocarde se traduit par une ischémie myocardique. Si les besoins sont plus que les apports, il y aura une ischémie. D'accord? L'ischémie, c'est quand il n'y a pas de O2. S'il n'y a pas de l'O2, et les besoins sont augmentés, il sera une ischémie myocardique. Le rappel anatomique. Les artères coronaires droite et gauche naissent de la racine de l'aorte. On sait ça, c'est une circulation terminale. Il y a l'aorte, il y a les deux artères coronaires droite et l'artère gauche qui divise en artère circonflexe et artère descendante antérieure gauche. L'artère coronaire gauche, il y a deux. L'interventriculaire antérieur et le circonflexe. Et pour droite, il y a deux. L'interventriculaire postérieure et l'artère rétroventriculaire. Les valeurs et les caractéristiques du débit sanguin coronaire. Le débit sanguin coronaire. Le débit sanguin coronaire, c'est 250 ml par minute. D'accord? Soit 5% de débit cardiaque. 5% du débit cardiaque, c'est le débit sanguin coronaire. À l'effort, le débit sanguin coronaire est multiplié par 4 en 5. Il y a le droite et le gauche. Pour le droite, c'est 50-50% entre diastole et le systole. Mais pour le gauche, c'est 50% pour diastole et 40% pour le systole. Le corps gauche, le diastole est augmenté que le systole. D'accord? C'est pour le gauche, c'est 0,8. Le droit, c'est 0,6 jusqu'à 0,8. La O2 la plus large de l'organisme. D'accord? On a l'importance de débit sanguin coronaire et l'élargissement. Je pense que c'est... je me souviens pas. Observé au niveau du corps explique le fort niveau de consommation de l'O2 myocardique. La consommation de l'O2 myocardique, Le MVO2 au niveau du myocarde, c'est 11 ml par minute sur 100 grammes du corps, soit 13% de la VO2 de l'organisme. Vous comprenez pas. La consommation du muscle myocardique, c'est 13% de la consommation de l'oxygène de tout l'organisme. Au niveau des reins, c'est 6 ml par minute, du foie 2 ml, et les muscles, c'est 16,16. Mais pour le myocarde, c'est 13%. C'est très augmenté. La consommation de l'oxygène. Les moyens de mesure. Les techniques de mesure de débit sanguin reposent sur les mêmes principes que ceux qui évaluent le débit cardiaque. On a plusieurs techniques de mesure de débit sanguin coronaire. Il y a de FIC, le radioisotope et la thermodélution, c'est des techniques. La régulation du débit sanguin coronaire. On sait que P, c'est le débit fois la résistance. Donc, le débit sanguin coronaire, c'est la pression artérielle sur la résistance. Le débit sanguin coronaire, c'est la pression de perfusion et les résistances à l'écoulement. On sait cette relation. D, c'est P sur R. D, c'est débit sanguin coronaire, c'est delta P sur R. P, c'est la pression de perfusion. C'est quoi P? P, c'est la pression aortique moins la pression dans l'oreillette droite. On sait que la pression dans l'oreillette droite, elle est négligée, donc c'est la pression
La pression, c'est la pression de l'aorte. Donc, le débit sanguin coronaire, c'est la pression dans l'aorte sur les résistances. Bon, on a R, c'est les résistances coronaires totales. Il y a des résistances, ce sont les résistances totales, R1, R2 et R3. R1, c'est une résistance visqueuse de base, c'est une constante. Et R3, c'est la résistance extrinsèque. D'accord? 3, c'est la résistance extrinsèque. Mais R1, c'est une résistance de base. Ça ne change pas. Bon, la résistance visqueuse de base, c'est une constante. Et R3, c'est la résistance extrinsèque. R3 dans le systole, c'est plus que R3 dans le diastole. Elle est plus grand que R3 diastolique. D'accord. R3, la résistance extrinsèque dans le systole, c'est bien sûr plus élevé que R3 diastolique. Et on faut que et R3 de l'endocarde, elle est augmentée que R3 de l'épicarde. Bon, on peut dire que R3 de l'endocarde, elle est plus grande que R3 de l'épicarde. C'est à retenir. Bon, R2, c'est la seule résistance variable adaptable aux besoins métaboliques, c'est l'autorégulation. Bon, on a dit, c'est R2 qui est la seule qui est variable. Les autres sont constants comme R1, R3 un peu, mais R2, c'est la seule résistance variable. Bon, R2, c'est 4 à 5 fois plus que R1. R1, c'est une résistance visqueuse de base. Bon, le R2 de l'endocarde, elle est moins que R2 de l'épicarde. C'est l'inverse de R3. Bon, on a dit R de l'endocarde, elle est plus grande que la résistance de l'épicarde. On a dit R de l'endocarde, elle est plus grande que la résistance de l'épicarde. C'est comme R3. Parce que R3, c'est la plus grande. Bon, on a dit le débit sanguin coronaire endocardique est moins que le débit sanguin épicardique. Parce que R et le débit sanguin sont inversés. P c'est D fois R. D, c'est P sur R. Les couches sous-endocardiques ont donc moins de réserve que les couches sous-épicardiques. Ils sont de plus vulnérables à l'ischémie. Ah, les couches sous-endocardiques. Parce que le débit sanguin de l'endocarde est moins que de l'épicarde. Les couches endocardiques sont donc de moins de réserve. C'est pour ça sont vulnérables à l'ischémie. Bon, les facteurs mécaniques. Bon, premièrement, il y a la pression de perfusion. La pression de l'aorte, parce que c'est la pression de l'aorte moins la pression de l'oreillette droite. L'oreillette droite, elle est 0. On parle juste de la pression de l'aorte. Générée par le cœur lui-même est le facteur le plus important. Si toute variation de la pression aortique s'accompagne d'une variation de la même sens du débit sanguin coronaire. D'accord? C'est facile parce que P c'est D fois R. La tension intramyocardique, la contraction ventriculaire est responsable de variations cycliques de débit sanguin coronaire par son effet sur les vaisseaux coronariens. Bon, la contraction ventriculaire est responsable de variations cycliques de débit sanguin coronaire, bien sûr. C'est la contraction du ventricule qui propulse le sang par son effet sur les vaisseaux coronariens. Bien, on a dit les vaisseaux coronariens, parce que les ventricules propulsent le sang vers l'aorte, ça va changer le débit sanguin. Bon, le débit sanguin coronarien gauche diminue en systole et augmente en diastole. Ah, parce qu'on a dit que le débit sanguin coronaire gauche ici, on a dit le gauche, c'est 60% diastole. Il domine surtout en diastole. C'est pour ça il diminue en systole et augmente en diastole. Mais le droite a une valeur comparable en systole et en diastole. C'est une évolution proche de celle de la pression. Bon. Ici, c'est left-right coronary.
droite, c'est un peu le même. Mais le gauche, c'est diastolique. Bon, le rôle de la fréquence cardiaque. La tachycardie et la bradycardie ont des effets inverses sur le débit sanguin coronarien. C'est quoi la tachycardie? Tachy, يعني سريع. Brady يكون بطيء. Tachycardie, diminution du temps diastolique. C'est la diminution du débit sanguin. Dans la tachycardie, il y a une diminution du temps diastolique. Bon, c'est une diminution du débit sanguin coronarien. D'accord? On diminue le temps diastolique. On diminue le débit sanguin coronarien. D'accord? Mais en cas de bradycardie, il augmente le temps de diastole, il augmente le débit sanguin coronarien parce que le cœur a le temps pour relâcher. D'accord? C'est pour ça que ça augmente le débit sanguin. Compensation ici dans la tachycardie par l'autorégulation. Parce qu'il y a moins de temps diastolique, moins de débit sanguin coronarien. L'autorégulation par la vasodilatation. Ça autorégule par la vasodilatation et ça provoque une bradycardie. Bon. Le rôle de la NVO2, phénomène d'autorégulation. D'accord? C'est l'oxygène. On parle de l'oxygène ici. C'est l'ajustement automatique indépendamment du système nerveux. C'est l'autorégulation. Il n'y a pas de système nerveux ici. De tonus artériolaire, c'est le principal moyen de contrôle et de maintien de débit sanguin constant. Bon. L'automatique, c'est le principal de contrôle de débit sanguin coronarien. C'est un rôle important de la NVO2 dans l'autorégulation du débit coronarien. C'est surtout l'O2, l'oxygène, le volume de l'oxygène, qui est le rôle important ici. Le débit sanguin coronarien s'adapte aux besoins en O2 du myocarde, tant que la pression de perfusion reste dans les limites physiologiques, entre 70 et 140 mm de mercure. Dans ces limites physiologiques, le débit sanguin, on va expliquer ici, s'adapte aux besoins de l'O2. S'adapte, mais dans les limites physiologiques. D'accord? Ici, c'est le phénomène d'autorégulation. Ici, entre 80 et 160, il y a une adaptation, il y a une autorégulation. Mais hors de ces limites, il y a ici, quand le débit est diminué, il y a une vasodilatation. On a dit, s'il y a une diminution de temps diastolique, il y a diminution de débit sanguin coronarien. S'il y a une diminution du débit sanguin coronarien, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer une vasodilatation. S'il y a une tachycardie, il y a une diminution de débit sanguin coronarien. Ça va provoquer la vasodilatation. Bon, ici, il y a une diminution du débit sanguin coronarien, ça va provoquer la vasodilatation réflexe. Et dans cette côté, il y a une vasoconstriction maximum. Bon, le débit sanguin, on a dit, la vasomotricité coronarienne, c'est l'équilibre entre la pression de perfusion et les résistances. La vasomotricité, c'est un équilibre entre les pressions et les résistances. De sorte que le débit, la relation, reste constant. Le débit reste constant. Le débit, c'est la pression sur les résistances. Le débit reste constant. Il y a un équilibre entre la perfusion et la résistance, étroitement lié aux besoins métaboliques du myocarde en O2. D'accord? Bon, ici c'est la pression de perfusion. Ici c'est le débit. D'accord? La diminution de pression de perfusion, moins de 70, a une vasodilatation coronaire pour augmenter le débit.
elle est maximum et le débit coronaire est incapable de s'adapter à une nouvelle diminution de pression. Elle est maximum. En cas d'augmentation de la pression de perfusion, moins de 140, à une vasoconstriction coronaire. Elle est maximum et toute augmentation de pression de perfusion, augmentation du débit sanguin coronaire. Pour expliquer le phénomène d'autorégulation de débit sanguin coronaire, on a l'hypothèse myogène et la théorie métabolique. Pour l'hypothèse myogène, on a dit la perfusion. D'accord, il y a une augmentation de perfusion coronaire. La perfusion coronaire augmente. Il y a étirement des muscles lisses des vaisseaux. Ça va provoquer quoi, l'étirement? S'il y a un étirement, c'est une vasoconstriction. D'accord? L'étirement, c'est la vasoconstriction. La vasoconstriction, elle va générer une augmentation de résistance. تكاين حاجة ودير لها كاد vasoconstriction. راح تزيد la résistance فيها. D'accord? Retour de débit sanguin à des valeurs de contrôle. À valeur de contrôle. D'accord. On a dit le débit, c'est la pression sur les résistances. Augmentation de débit va provoquer une vasoconstriction et une augmentation de résistance. Parce que le débit, c'est la pression sur les résistances, il va provoquer une diminution du débit à des valeurs de contrôle. Et l'inverse, c'est le même. Diminution de perfusion, retour à des valeurs de contrôle. Bon, l'hypothèse métabolique la plus admise actuellement, c'est le rôle de l'O2, l'adénosine. Bon, le rôle de l'O2 a un effet vasoactif important sur les vaisseaux résistifs des coronaires. Il a été démontré que le tonus vasculaire était directement proportionnel à la pression de l'O2. Que le tonus vasculaire est directement proportionnel à la PaO2, la pression de PaO2. En cas d'hypoxémie, une vasodilatation. Cette vasodilatation, elle va protéger le myocarde de l'hypoxie. Il y a une hypoxie. La vasodilatation, augmentation de débit, ça va protéger le myocarde de l'hypoxie. D'accord? Plus récemment, il a été montré que oxygénation hyperbare, elle va donner une vasoconstriction. Il y a beaucoup d'oxygène. On nécessite une vasoconstriction. Mais en cas de manque de l'oxygène, une vasodilatation pour protéger le myocarde. Cependant, le rôle exact de l'O2 à l'état physiologique et son mécanisme d'action sont actuellement discutés. Deux mécanismes peuvent être proposés. Il y a directement sur la paroi des vaisseaux coronaires ajuste les apports aux besoins. Il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme direct et un mécanisme indirect. Le mécanisme direct sur la paroi des vaisseaux coronaires. l'O2 يخدم direct sur la paroi des vaisseaux. وكاين indirect par l'intermédiaire d'une substance vasodilatatrice. يعني ماشي l'O2 كيكون ناقص époxy هو يدير لنا une vasodilatation. Non. كاين une substance vasodilatatrice libérée par le myocarde sous l'influence de l'époxy. كاين l'époxy qui est une substance vasodilatatrice, c'est l'adénosine qui agit indirectement, qui va provoquer la vasodilatation. Bon, le rôle de l'adénosine, c'est un puissant vasodilatateur coronarien. Une occlusion artérielle coronaire, même brève, elle va augmenter l'adénosine pour provoquer une vasodilatation et aussi protéger le myocarde. Le taux d'adénosine augmenté dans le sinus coronaire lors de crises d'angine de poitrine. D'accord? Conclusion, le débit coronaire est en permanence adapté à la consommation d'oxygène du myocarde. Le débit coronaire est en permanence adapté à la consommation d'oxygène du myocarde, bien sûr.
Il existe des mécanismes protecteurs assurant un débit coronaire constant malgré des variations de la pression de perfusion coronaire. Il y a beaucoup de mécanismes pour protéger le myocarde. La régulation métabolique du débit sanguin coronaire est le mécanisme principal permettant l'adéquation entre les demandes et les apports. C'est surtout la régulation métabolique. Bon, merci pour votre attention. On a fini le cours.